de clin d'œil de Chapat dans l'Herald Tribune, l'ayatollah Khomeini qui change son vocabulaire et le grand Satan est devenu le small Satan, et au Barack Obama, c'est l'axe du not so evil, pas tout à fait l'axe du mal, quelque chose comme ça on peut le traduire. Donc un rapprochement qui pose la question de savoir qu'est-ce qui a pu jouer dans les rapports irano-américains, qui sont finalement les rapports directeurs dans ce qui s'est passé, dans la conclusion qu'ont eu les accords sur le nucléaire et de ce qui est en train de se passer avec la réinsertion de l'Iran dans le jeu international. Non pas que l'Iran en ait été complètement tenu à l'écart pendant 3 décennies et demie, mais elle avait été quand même marginalisée, poussée dans les cordes, obligée d'avoir des relations avec soit des puissances de seconde zone, soit avec des partenaires de l'axe du mal, comme par exemple avec la Corée du Nord. Et donc, avec cette signature sur les accords du nucléaire, on voit l'Iran redevenir un pays majeur dans les développements géopolitiques actuels. De quoi on parle, et ça c'est le géographe qui continue à refaire surface à chaque fois, une carte qui vous présente l'Iran. C'est un pays qui fait 80 millions d'habitants à l'heure actuelle, c'est-à-dire grosso modo le poids de l'Allemagne à l'intérieur de l'Union européenne. C'est donc un pays important, qui pèse lourd, et qui a un territoire 3 fois grand comme la France. 1 650 000 km², 3 fois la France, 1/3 de la totalité de la surface des pays membres de l'Union européenne. Donc ce n'est pas rien, même si sur cette surface, on peut considérer qu'à peu près la moitié est constituée par des déserts. Donc un élément qui est important, et surtout la nécessité de prendre en compte les distances qu'implique le pays, puisqu'il y a plus de 2300 km de grands axes entre le nord-ouest et le sud-est, c'est-à-dire pratiquement 2 fois la distance de l'Italie à la Sicile, ou quelque chose qui serait, si vous voulez, des Pays-Bas, d'Amsterdam jusqu'à Gibraltar. Donc c'est ça, au niveau des distances. Et c'est important à prendre en compte parce que dans un pays désertique, pendant longtemps, le territoire a vécu en l'absence de grands moyens de circulation, désormais il y a des autoroutes, il y a quelques voies ferrées, a vécu comme des petites cellules vivant en isolat autour d'une grande ville, toute une campagne oasis développée autour et des relations somme toute relativement minimes. Ce qui fait que quand on parle d'empire perse ou autre, il faut le voir comme une tutelle relativement lointaine par rapport à des territoires qui ont une relative autonomie dans leur développement. C'est d'autre part un pays extrêmement bariolé au point de vue ethnique, puisqu'on a 61% de persans dans le territoire, mais 81 ethnies enregistrées sur l'ensemble du territoire, avec des groupes qui sont des groupes iranophones, donc ils constituent les 4/5 de la population, mais 18% de turcophones et 2% de population avec des langues très minoritaires. Enfin, dernier caractère de cet Iran, c'est aujourd'hui, depuis 1979, une république islamique et qui est d'obédience chiite. C'est-à-dire qu'elle se différencie au sein de l'islam par cette obédience. Elle n'est pas le seul pays à avoir des chiites, elle est le seul pays dans lequel le chiisme est religion d'État. La première période au cours du XXe siècle se traduit par une montée en puissance de la Russie et de la Grande-Bretagne sur l'Empire perse. Alors à la fin du XIXe, on a un empire dont les limites restent relativement floues. Le contexte de l'époque n'est pas au tracé
véritablement fin des frontières. En Europe, c'est acquis. La notion d'État-nation à l'intérieur de frontières bien balisées, c'est quelque chose qui existe. On a ici des zones qui sont mouvantes, ne serait-ce que parce que la Russie tsariste de l'époque est en train d'engager la conquête de toute la cuvette de l'Asie centrale, redessine les territoires en fonction d'un point de vue russe, et les Britanniques font la même chose à partir de l'Inde, isolant des territoires comme l'Empire indien. L'élément important, c'est que profitant de la faiblesse de la dynastie Qajar, qui ne contrôle pas véritablement l'ensemble de l'Empire, le Britannique William Darcy obtient en 1901 une concession de 60 ans pour l'exploitation pétrolière de la Perse. Alors on ne sait pas encore s'il y a du pétrole ou pas, mais la géologie semble prometteuse, et surtout le nord de la Perse est dans le prolongement par la mer Caspienne des gisements de Bakou qui, eux, sont connus et exploités depuis le milieu du XIXe siècle. Il fait le pari qu'il va trouver du pétrole. Donc, une concession de 60 ans, et on va avoir un événement, alors là, qui est fondateur pour l'ensemble du Proche-Orient, qui est la révolution constitutionnelle de 1906. C'est une révolution qui intervient en réaction à la faiblesse des Qajars, en réaction contre la mainmise de plus en plus lourde des Britanniques et des Russes sur la politique de l'Empire perse, et qui va donner l'impulsion à un mouvement de modernisation dans tout le Proche-Orient. La Perse, à cette époque, je continue à utiliser ce vocable, l'Empire perse, devient le premier pays du Moyen-Orient à être doté d'une constitution 2 ans avant la révolution jeune turque, qui elle aussi va tenter de moderniser l'Empire turc, selon le modèle, bien entendu, des constitutions à l'occidentale. Cette révolte constitutionnelle est donc un élément qui fait démarrer, qui ouvre une crise civile à l'intérieur du pays. On peut dire que l'agitation se maintient jusque vers 1911, hein. C'est pas quelque chose qui est un coup de poker, on réussit et c'est fini, c'est devenu une démocratie. L'agitation est vraiment très forte. Mais cette révolte constitutionnelle permet l'émergence d'une couche intellectuelle alphabétisée. Il y a très peu de monde à cette époque qui sait lire, mais qui donne une floraison de journaux, de libelles, etc., et qui sont lus et commentés. Et donc, même si la population est relativement peu alphabétisée, on estime que c'est probablement à l'époque pas plus de l'ordre de 5% de la totalité de la population, c'est quelque chose qui a des effets par le qu'en dira-t-on sur l'évolution des mentalités. 1908, ça y est, Darcy gagne son pari, on trouve du pétrole, et on trouve du pétrole au Khouzistan. Darcy va former une société qu'il va appeler l'Anglo-Persian Company, qui incorpore des intérêts iraniens. Mais très vite, avec l'approche de la Première Guerre mondiale, les Britanniques décident que l'enjeu est trop important pour eux et prennent la totalité du contrôle de l'anglo-iranien. Donc, le nom c'est anglo-iranien, mais dans la réalité, c'est Anglo-Compagnie, point. Hein. Donc, un verrouillage de cette exploitation du pétrole. La Première Guerre mondiale, évidemment, occupe les Anglais sur d'autres fronts. L'Iran, la Perse respire un petit peu, mais en 1919, la paix est revenue, le Parlement refuse d'entériner l'accord pétrolier qui est exigé par les Britanniques, c'est-à-dire extension des droits de concession, monopole de l'exploitation pétrolière, etc. En conséquence, les Britanniques vont organiser un véritable, on dirait aujourd'hui un putsch, un coup d'État, et avec leur soutien et en 1921, le général Reza Khan prend le pouvoir
et il met fin à la dynastie Qajar. Pas tout de suite, pendant 3 ans il est Premier ministre, etc. Les Qajars sont démis, et finalement il se fait couronner empereur en 1926. Et il lance ici un programme de modernisation selon le modèle qui est important pour le Proche-Orient, et qui est les modernisations entreprises par Atatürk, qui lui vient de remporter une victoire terrible, faisant capoter le traité de Sèvres, reconstituant une Turquie relativement large, et notamment empêchant la formation d'un Kurdistan dont on avait promis la création pour la fin de la guerre. En 1935, la modernisation de l'Iran est lancée, mais avec 1935, c'est après 1933, la prise du pouvoir par Hitler en Allemagne. Pourquoi je dis ça? Parce que Reza Khan va dire que désormais, on ne parlera plus de Perse, sauf pour la culture, sauf au plan intérieur, mais que les chancelleries internationales devront appeler le pays Iran, pays des Aryens. Donc c'est quelque chose, alors c'est pas la première fois que le terme a été utilisé, mais il n'avait qu'une valeur intérieure. Là, il va devenir désormais le nom officiel du pays, et ça traduit finalement l'empathie profonde qu'il y a entre Reza Khan et le système allemand, le système autoritaire allemand. La conséquence, c'est que d'une part, il va essayer de moderniser dans la foulée d'Atatürk en interdisant le port du voile pour les femmes et en imposant le costume occidental pour les hommes, tel qu'Atatürk a essayé d'imposer au début des années 30. Ce qui fait qu'en 1941, après le déclenchement de la guerre, les Britanniques et les Soviétiques décident de prendre le contrôle du pays, les Russes au nord, les Britanniques au sud, selon une ligne de partage qui avait déjà existé à la fin du XIXe siècle. Et surtout, ils vont pousser Reza Khan à partir. Ses sympathies pour l'Axe en font quelqu'un de peu fiable, malgré la neutralité qu'il a proclamée, et donc on le met sur la touche, on l'envoie en exil très loin, et on met son fils sur le trône, et le malheureux jeune homme qui va être notre Reza Shah Pahlavi devient donc empereur, mais il est totalement à la botte des Britanniques. Alors, cette conférence de Téhéran, qui a lieu à la fin de l'année 1943, les buts en sont clairs. Il s'agit d'organiser le débarquement en Normandie, il aura lieu en juin, d'assurer la création de l'ONU, les modalités du démembrement de l'Allemagne et le déplacement de la Pologne vers l'ouest à d'à peu près 300 km pour l'aligner sur la ligne Curzon. Pourquoi en Iran? Alors, d'abord parce que, comme le jeune Shah est à la botte des Anglais, il a réussi à entraîner l'Iran dans la guerre contre l'Axe, aux côtés des Alliés. Staline, qui doit faire le voyage en avion, ne veut pas à la fois faire un long trajet, donc l'Iran c'est ce qu'il y a de plus proche de chez lui, et surtout, c'est quelque chose qui est une zone sécurisée. Staline n'a pas envie, Churchill avait proposé Londres, mais Staline n'a pas envie de survoler l'Allemagne pour aller acquérir à Londres. Et l'Iran dans tout ça, touche même pire. D'une part, le gouvernement iranien et les dirigeants apprennent une dizaine de jours avant la tenue de la conférence que leur capitale va héberger une grande conférence internationale pour la fin de la guerre. Bon, ça la fout un peu mal, ils ne sont pas très contents, mais surtout, l'empereur Reza Shah n'est pas invité aux cérémonies. Les cérémonies, pour ne pas être enquiquinés par les métèques iraniens, là, dont on sait que ce sont des marionnettes, on fait ça à l'intérieur des ambassades, c'est-à-dire entre soi. Mais il y aura quand même une petite pomme de compensation. On leur dira, d'accord, on ne vous a pas prévenu, d'accord, on ne vous veut pas pour les cérémonies, mais puisque vous avez déclaré la guerre à l'Axe, ça vous vaudra un siège à l'Organisation des Nations Unies, dont les Iraniens découvrent à ce moment-là qu'il est question de faire une grande organisation internationale. En 1944, Mossadegh est élu au Parlement. Alors, Mossadegh est déjà quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui est très attaché à la monarchie, et il va, depuis son élection au Parlement, contribuer à la formation du Front National iranien, qui a pour objectif de dénoncer la mainmise des puissances sur l'Iran. Et il souhaite obtenir effectivement
que l'Iran retrouve une pleine et entière souveraineté, puisque désormais, elle va être intégrée au sein de l'Organisation des Nations Unies. Il faut donc qu'elle soit égale en droit et en devoir à tous les autres pays. Du coup, en décembre 1946, se clôt un épisode qui a duré pas tout à fait 2 ans. Les soviétiques ont tenté de mettre en place, par parti communiste interposé, des républiques populaires dans le nord de l'Iran et dans le nord-est de l'Iran. Staline a une autre poire pour la soif, il a la Pologne à essayer de digérer. Il abandonne son soutien en République, il s'écroule et en décembre 1946, c'est fini, l'Iran est délimité dans les frontières que vous lui connaissez à l'heure actuelle. Mossadegh, fort de ce succès et de la montée en puissance du Front National, est nommé Premier ministre, et là, en 1951, il tente un coup de poker, il décide de nationaliser l'Anglo-Iranian Company dans la mesure où celle-ci truque les comptes d'exportation. Pour ne pas payer trop cher, on ne déclare pas les tonnages exportés, sauf qu'après, quand on fait le total des tonnages vendus par l'Anglo-Iranian à l'extérieur, aux compagnies anglaises, américaines et autres pour le raffinage, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est un manque à gagner très important, et donc Mossadegh prend la décision de nationaliser l'Anglo-Iranien. La Grande-Bretagne, évidemment, hurle que c'est pas possible, que c'est une trahison du traité de 1933 avec la concession qu'elle avait obtenue, et elle va porter l'affaire devant la Cour internationale de justice de l'Haye, pensant pouvoir gagner. Et là, contre toute attente, la Cour de l'Haye donne raison à l'Iran en disant c'est son territoire, le pouvoir politique a la possibilité de remettre en cause un accord commercial, d'autant que celui qui a signé l'accord, Reza Khan, a été démis de ses fonctions, envoyé en exil, et donc le nouveau gouvernement est tout à fait habilité à adopter une autre position. Donc défaite pour la Grande-Bretagne, qui finalement va chercher un autre pied pour essayer de reprendre la main. De juillet 52 à août 53, cependant, un conflit se développe entre le Shah et Mossadegh. Mossadegh, fort de son succès international, avec cette victoire contre les Britanniques, demande à ce que le chef de gouvernement soit pleinement investi de tous les pouvoirs. En gros, il reprend ici peut-être un peu le modèle britannique, le Shah règne mais ne gouverne pas. Et il voudrait que le pouvoir que conserve le Shah, notamment sur l'armée, sur la police, sur la justice, que ceci passe dans les mains du gouvernement. Et là, le Shah ne veut absolument pas céder sur ce pouvoir, il veut notamment garder le contrôle sur l'armée. Et en conséquence, il supprime le poste de Premier ministre de Mossadegh et il le renvoie à ses chères études. Mossadegh, évincé, a le levier du Front National et organise un grand mouvement populaire en Iran qui finalement est tel que c'est le Shah qui doit capituler. Le Shah part en exil à Rome, il n'est pas démis de ses fonctions. N'oubliez pas, Mossadegh reste un fervent monarchiste. C'est pas un républicain. Mais le Shah est envoyé en exil et Mossadegh se retrouve de nouveau à la tête du gouvernement. C'est alors que les Britanniques, qui ont autre chose à faire, ils ont à gérer la décolonisation de l'Inde en 1947. Ils ont à gérer le changement de système à l'inter-système monétaire, la faillite de la livre qui ne fait plus du tout le poids par rapport au dollar, l'espèce de bi-monétarisme qu'ils avaient essayé de mettre en place à l'occasion de Bretton Woods, ça ne marche pas du tout. On sent qu'ils sont amenés à se replier en deçà d'Aden, que les colonies de l'Asie et du Pacifique sont en train de partir, et en conséquence, du coup, les Britanniques vont faire appel aux Américains. Et les Américains ne vont pas se faire prier, parce que c'est un tel fromage, l'Iran, que les Américains râlaient eux aussi
contre cette concession exclusive qui avait été accordée à l'anglo-iranien. Donc, c'est la première opération qui va être montée par la CIA, avant celle de 1954 contre Arbenz, au Guatemala, qui est la première opération de déstabilisation d'un gouvernement à l'extérieur en temps de paix. Il n'y a pas de conflit, il n'y a rien. Et la CIA va infiltrer des membres des services secrets à l'intérieur du Parti communiste iranien, le Toudé, et va le pousser à des manifestations très aventuristes qui vont se solder évidemment par des affrontements très violents, par des morts, etc. Et on met ça sur le compte de Mossadegh. Il a chauffé l'opinion, et ben voilà, il est débordé, il ne maîtrise plus les populations et autres, et du coup, avec le soutien américain directement sur place, le Shah est ramené de Rome, et Mossadegh est arrêté, il est condamné à la prison, et à la fin de son passage en prison, il est envoyé en exil dans son village natal, un bled paumé, où il y a à peu près 1 millier d'habitants, et il n'en sortira plus du tout, il est assigné à résidence, jusqu'à sa mort en 1967. Et du coup, les Britanniques sont obligés de passer la main. C'est les États-Unis, ce sont les États-Unis qui vont prendre le contrôle. Et ils montent en particulier un consortium piloté par les 5 sœurs, le cartel des 5 sœurs, qui obtient la gestion garantie des ressources pétrolières de l'Iran. C'est-à-dire, exit l'anglo-persienne, les compagnies américaines prennent le contrôle, mais elles vendront une partie de ce pétrole à Total pour la France, elles vendront une partie du pétrole à l'anglo-iranien, mais les compagnies autres que les compagnies américaines n'ont plus voix au chapitre. Le renforcement de la tutelle américaine se joue aussi dans le domaine militaire avec la constitution en 1955 du pacte de Bagdad. Le pacte de Bagdad, c'est finalement un pacte sur le modèle de l'OTAN, un pacte militaire présenté comme défensif, c'est-à-dire s'il y en a un qui est attaqué, tout le monde répond. Et à l'époque, l'Irak est encore une monarchie, la Syrie aussi, donc il y a une convergence, si vous voulez, dans tous les pays du Moyen-Orient qui sont dirigés par des potentats, dans les mains des États-Unis. En fait, l'ennemi désigné, c'est l'URSS, et l'Iran a une longue frontière avec l'Union soviétique. Donc voilà, si vous voulez, comment en 2 ans, la tutelle américaine se substitue à la tutelle britannique. Le Shah, cependant, n'a pas compris ce qui s'était passé et les attentes de la population iranienne. Et pour essayer de les juguler, il va prendre des mesures de plus en plus autoritaires, s'appuyant sur une police politique, la SAVAK, et tous les partis d'opposition sont interdits, mais finalement, comme il est efficace, qu'il empêche la propagation du communisme, ma foi, ce qui se passe sur les droits de l'homme, ce n'est pas un problème. Il a donc la bénédiction des États-Unis qui fournissent l'armement nécessaire pour que l'armée iranienne devienne effectivement un pion qu'on pourrait utiliser en cas de conflit. Alors en 1961, quand même, le régime est tellement dictatorial que Kennedy demande au Shah de mettre un peu d'eau dans son autocratisme et d'engager une politique de réforme, comme lui est en train d'essayer de le faire avec le problème de l'accès des Noirs à la politique de vote, etc., à l'intégration. Et le Shah va appeler un Premier ministre qui est réputé réformateur, grand propriétaire terrien, mais qui va proposer effectivement des éléments importants comme une réforme agraire, comme une extension des droits politiques, la réautorisation du Front National. Donc ce malheureux ministre ne va pas tenir plus de 6 mois, il est évincé et on en prend un autre. Mais qui reprend à peu près les mêmes éléments. Et dans ces éléments de la Révolution blanche, qu'est-ce qui amène finalement les religieux à se manifester? C'est principalement la nationalisation des forêts et des pâturages. Alors ça ne fait pas que des heureux, parce qu'on a, comme je vous ai dit, dans un pays semi-désertique, des tas de populations qui sont semi-nomades ou transhumantes, c'est-à-dire qui utilisent, comme on a des montagnes, qui passent une partie de l'été dans les estives
du haut qui redescendent vers le bas pendant l'hiver pour échapper aux neiges. Il y a des précipitations absolument terribles. Pire, ce ne sont plus des terrains de parcours, ce ne sont plus des communs, mais désormais, ça fait partie du domaine national et il y aura donc contrôle sur leur accès, notamment dans les forêts pour ne pas les déboiser, pour ne pas aller couper du bois pour le feu. Ça ne fait pas que des heureux dans les campagnes. Alors d'un côté, on leur propose une réforme agraire, mais pour tous ceux qui sont éleveurs, semi-nomades ou transhumants, ce n'est pas quelque chose qui va être compensé par la réforme agraire. Et surtout, la création d'un corps qui ne serait pas l'équivalent d'un service militaire, mais on dirait un service civil, qui reprendrait à égalité des hommes et des femmes, et qui aurait pour objectif d'alphabétiser la population en se déplaçant de village à village. Alors, c'est le chat qui baptise cet ensemble de réformes, la Révolution blanche, et qui, pour la faire entériner, organise un référendum. Sans surprise, il a 99% de voix favorables, donc il estime que c'est à qui on peut jouer. Ceux qui vont le plus râler dans cette histoire, ce sont les religieux. Alors les paysans, je vous ai dit, selon leur statut, s'ils sont agriculteurs ou s'ils sont éleveurs, ils ont des positions qui sont un peu ambiguës, mais les religieux n'acceptent absolument pas ce type de choses. D'abord parce que l'Église chiite est le plus gros propriétaire foncier de l'ensemble de l'Iran, donc elle se trouve dépossédée. D'autre part, on n'est pas d'accord pour voir ce statut des femmes à égalité avec les hommes, alors pas seulement dans le système civil, mais un peu partout, avec cette idée d'émancipation des femmes, qui vont apprendre à écrire, et surtout avec le fait que du coup, les chiites, le schisme se trouve dépossédé de sa fonction éducatrice qu'il avait jusque-là dans les écoles coraniques. Et enfin, un dernier élément, c'est que jusque-là, c'était les mollahs qui, dans les villages, assuraient la justice, rendaient la justice. La justice devient désormais une justice civile. Il se trouve donc dépossédé sur deux points, sur le foncier, sur trois points, le rôle éducatif et le rôle judiciaire, et surtout ce qui les fait hurler, c'est l'émancipation des femmes. Il n'en est pas question. C'est alors que vont se manifester les premières attaques islamistes. Elles sont menées par un jeune religieux, Khomeini, à partir de 1963, et il manifeste fortement contre la Révolution blanche. Khomeini mène donc une révolte qui débouche sur des émeutes d'une extrême violence, il y a des morts, et Khomeini doit finalement rapidement s'enfuir et se réfugier en Irak. En 1967, là on passe à un palier supérieur, on a l'impression, en tout cas c'est l'impression que j'ai, que Reza se sent plus de limite. Son principal adversaire est parti, il est chez l'ennemi, le voisin sunnite, en Irak, et en conséquence, il décide de se faire couronner empereur. Il ne l'avait pas fait jusque-là, il était l'héritier de son père, mais il était prince régnant. Hein. Il se fait couronner empereur, et du coup, l'Iran devient une puissance régionale incontournable avec le soutien des États-Unis. Du coup, les pays arabes commencent à s'inquiéter de cette montée en puissance tout autour de ce voisin qui est nettement plus peuplé qu'eux, puisque alors qu'il y avait 10 millions d'Iraniens vers 1900, il y en a 20 millions vers 1960, et il va y en avoir 40 millions en 1981. Donc il y a des taux de fécondité très élevés, une population qui s'accroît très vite et qui commence à peser lourd dans la balance face à des pays comme l'Arabie Saoudite. À cette époque, il y a 3 millions et demi d'habitants. La décennie 70, ça va être la décennie du clash. En 71, Reza Shah décide de fêter les 2500 ans de la création de Persépolis. Alors ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'il se met dans le lignage, dans la suite, du premier empire perse de Cyrus, des Achéménides, et il occulte en quelque sorte, en revalorisant ces racines très anciennes de la Perse, il occulte un peu l'aspect religieux. Khomeini et l'islam, bon, c'est bien, d'accord, les musulmans, mais on est plus que ça.
On est des Persans et on a une très longue tradition culturelle, de civilisation, etc. Et ils dépensent des sommes fabuleuses. Plus d'une centaine de chefs d'État sont conviés à des fêtes fastueuses. Du coup, tous les chefs d'État sont fascinés par cet Iran, cette puissance iranienne, et finalement, on passe un peu à perte et profit. Les problèmes de démocratie intérieure, les problèmes de pauvreté, de clivages sociaux extrêmement violents. En 1976, le Shah va encore plus loin. Il décide tout simplement de remplacer le calendrier islamique par le calendrier impérial. C'est-à-dire qu'on passe d'un seul coup de 1300 et quelques, date de l'Hégire, à 2500 et quelques, date de la fondation de l'Empire achéménide. Et le jour de l'an est fixé sur la grande fête de Nowruz, qui est à peu près au moment de l'équinoxe de printemps, qui est le démarrage de la fête de printemps, qui devient le début de l'année dans le calendrier persan. Alors vous imaginez là aussi les réactions de Khomeini, les réactions des mollahs devant cette mise à l'écart. Là, le Shah vient de jouer une très mauvaise carte et du coup, les revendications islamistes se déchaînent contre le Shah. En 1978, quand même, à travers ces avancées, ces violences faites à la population par le Shah, dans leurs sentiments religieux, finalement, les manifestations se multiplient. Et elles font boule de neige. Une manifestation, répression, la manifestation suivante pour enterrer les morts est encore plus importante. Encore des morts, on remanifeste de façon encore plus importante. Et finalement, en décembre 1978, dans la ville de Téhéran, il y a plus de 2 millions de manifestants, c'est-à-dire pratiquement plus de la moitié de la population de la ville à cette époque. Donc quelque chose, si vous voulez, ici qui est énorme. Et finalement, le Shah, en 1979, jette l'éponge. Il est obligé de partir en exil. En fait, il est très malade, il a un cancer, il n'a plus la force de mobiliser les populations, il est rejeté par la population, et c'est un retour triomphal de Khomeini en Iran. La partie n'est pas jouée, on est en janvier, il y a d'abord le Front National de Mossadegh, qui n'a pas disparu, qui s'est reconstitué. Il y a un parti communiste, le parti Toudé, mais il y a aussi un autre parti communiste d'obédience maoïste, il y a un parti communiste d'obédience trotskiste, bref, une gauche libérale, une orientation bourgeoise démocratique, donc quelque chose de très compliqué dans la situation politique, et toute cette diversité va être balayée en réalité par le flux religieux. Et Khomeini, quelques mois plus tard, en avril, est en position de proclamer la République islamique de l'Iran. Du coup, à partir de là, tous les autres partis vont être pourchassés, vont être d'abord emprisonnés, exécutés, les gens vont partir en exil, toute une partie de l'intelligentsia va partir. C'est le moment où, n'oubliez pas qu'il y a à peu près 3 millions d'Iraniens qui vivent en dehors de l'Iran à l'heure actuelle et qui sont pour la plupart des émigrés de cette fin de période du Shah, début de la République islamique, et que ça continue à l'heure actuelle. On estime que le flux de départ en Iran est de l'ordre de 40 000 personnes chaque année. Même si l'Iran, quand on regarde les statistiques globales, apparaît plutôt comme un pays d'immigration. Mais en réalité, c'est parce qu'il héberge sur son territoire presque 4 millions d'Afghans qui ont fui les combats et la tutelle des talibans et ont été rapatriés sur l'Iran, des chiites qui étaient en Irak et dont l'Irak a décrété que ce n'étaient pas des citoyens irakiens et qu'il fallait qu'ils rentrent dans leur propre pays. Khomeini a publié la Constitution islamique. Toutes les positions hostiles au pouvoir religieux ont été éliminées. Il impose le pouvoir absolu d'un guide religieux, nommé à vie, au nom d'un article qui est tout à fait intéressant. La République, le régime politique de l'Iran n'est défini comme République islamique
que provisoirement, parce que son préambule dit que le véritable chef de l'Iran sera au moment du retour de l'imam caché. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire d'imam caché? C'est ce qu'on trouve dans le chiisme duodécimain. Duodécimain parce qu'ils reconnaissent 12 imams, et le 12e n'est pas mort. Il a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Dans le chiisme, il s'est retiré pour méditer sur le monde, mais dès que la situation sera propice, il reviendra et mènera une théocratie. Et donc, pour le moment, le guide suprême religieux n'est là qu'en pierre d'attente, en quelque sorte, pour préparer, par la constitution islamiste, pour préparer le retour de l'imam caché. Ça fait 10 siècles qu'il a disparu, plus de 10 siècles qu'il a disparu, il ne s'est toujours pas remanifesté, même depuis 30 ans de République islamique. Donc, il y a un problème, mais il n'empêche que c'est dans le préambule de la Constitution. Je vous présente les têtes des deux guides suprêmes, Khomeini, donc 79 jusqu'à 89, puis il meurt à ce moment-là, et c'est Khamenei qui lui succède et qui est l'actuel guide de la République. Si on regarde plus en détail l'organisation de la Constitution, on constate qu'il y a un double système qui fonctionne. Alors, quelque part en marron, ou en violet rose, là, comme vous le voyez, il y a d'abord les institutions, comme on est habitué à les connaître, un corps électoral qui vote tous les 4 ans pour désigner un parlement. Dans ce parlement, il va y avoir, et on vote au suffrage universel pour le président. Dans ce parlement, il accepte les nominations des ministres qui relèvent du président, donc jusque-là, rien que de très normal, et le Parlement vote la loi. Mais, à côté de ça, c'est le circuit gris et vert. L'ayatollah Khomeini, guide suprême, guide religieux, d'abord est élu pour 8 ans, donc 2 fois plus que le président. Mais d'autre part, les 86 religieux sont élus, et lui est élu à vie. Tant qu'il est vivant, il reste en place. Ensuite, c'est lui qui nomme dans le Conseil des gardiens de la République les 6 délégués religieux. Et les 6 juristes spécialisés, qui vont compléter le Conseil des gardiens, sont nommés par le Conseil du discernement, mais qui lui-même est nommé par l'ayatollah. C'est-à-dire qu'il a une nomination directe d'un côté, une nomination indirecte de l'autre côté, mais le Conseil des gardiens est en fait sous la tutelle directe de l'ayatollah. Et eux ont la possibilité de refuser les lois qui ont été votées par le Parlement, de les aménager, de les transformer, etc. Donc, vous voyez un double système dans lequel le pouvoir, en définitive, est dans les mains de l'ayatollah et des religieux. Les choses vont se gâter en novembre. En effet, les étudiants vont demander aux États-Unis le Shah. Les États-Unis ne veulent pas livrer le Shah, il est en soins intensifs, il va mourir peu de temps après. Et donc les étudiants disent, puisque c'est comme ça, on prend l'ambassade, les personnels qui sont en ambassade, on les prend en otage, on reste là, tant que vous ne nous aurez pas livré le Shah. Les États-Unis sont désormais considérés comme le grand Satan, pas le petit Satan de Obama, le grand Satan, parce qu'il refuse de livrer le Shah, donc il se fait complice du régime d'oppression et de massacre qui a opprimé l'Iran pendant des années, pendant des décennies, et les États-Unis décident de rompre toutes les relations diplomatiques avec l'Iran et de geler tous les avoirs iraniens à l'extérieur du territoire iranien, et notamment, y compris les avoirs privés détenus dans des banques américaines. Comme jusque-là, le régime était queue et chemise avec les États-Unis, c'est dire que l'essentiel des fortunes privées, comme de la fortune d'État, se retrouve pieds et poings liés dans les mains des États-Unis. Alors ce qui va venir bouleverser tous les débuts de la République et qui va renforcer l'anti-américanisme de l'Iran,
c'est le développement de la guerre avec l'Irak, entre 1980 et 1988. En 1980, Saddam Hussein, qui a signé en 1975 un accord sur la navigation dans le Châtel arabe, c'est-à-dire cet émissaire commun au Tigre et à l'Euphrate, qui se réunissent, qui confluent, et il y a un grand chenal par lequel, qui est le seul contact maritime de l'Irak, sinon il est enfermé, et qui lui permet de déboucher sur le golfe Persique. Alors on a fait, en 1975, un accord international signé par l'Irak de Saddam, signé par l'Iran du Shah, et qui fait moitié-moitié. En gros, il n'y en a pas un pays qui a la part plus belle que l'autre, mais Saddam se dit, ils sont dans la merde, ils sont en train de se battre, il y a des conflits, c'est le moment ou jamais d'en profiter. Et Saddam attaque l'Iran pour essayer de s'emparer, de la totalité du Châtel arabe, avec comme argument, l'Iran de toute façon a d'autres ports sur le golfe Persique, nous on n'a que ce débouché, on ne veut pas qu'il soit fermé éventuellement par une conflictualité avec l'Iran. Et deuxième chose, il y a le Khuzistan, qui est juste de l'autre côté du Châtel arabe, qui est une plaine au pied du Zagros, qui est l'endroit où on a trouvé pour la première fois du pétrole, qui est un site pétrolier extrêmement riche, de pétrole facile à exploiter, et donc où l'Irak pourrait effectivement ici ratisser une carte maîtresse dans le domaine du marché pétrolier. Évidemment, aussitôt que cette attaque se développait, l'Iran mobilise et va tenter de résister, et après une petite guerre, courte guerre de mouvement, très vite, les armées vont s'enfoncer dans une guerre comme la guerre de 14, une guerre de tranchées, une guerre d'affrontement, on se pilonne, on se tue allègrement, on tente des percées, on tue du monde, ça n'a pas de résultat, c'est repris, et finalement, il n'y aura pas, à la fin de la guerre, d'autre chose que plus d'1 million de morts, des dizaines, centaines de milliers de blessés, et tout ça pour en revenir à l'accord de 1975 sur le Châtel arabe et le Khuzistan restant définitivement iranien. Mais ce qui va enclencher cette colère de plus en plus féroce de l'Iran contre les États-Unis, c'est qu'on va soutenir l'Occident. Alors là, je dis les États-Unis, mais nous, l'Occident, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, on va soutenir Saddam Hussein, qui apparaît comme un laïc. Bon, certes, il est un peu dictateur sur les bords, hein, mais c'est un laïc, il nous protégera de l'islamisme. Donc on lui fournit des armes, on lui fournit y compris des armes chimiques. Les Allemands vont développer. On fournit, nous, allègrement, des canons, des munitions, etc. Il apparaît comme un rempart contre cet islamisme et surtout contre cet ennemi acharné, déclaré des États-Unis. Mais en gros, le mécanisme est le suivant. On utilise le colonel Knox, qui a monté une société d'import-export, qui exporte du matériel militaire, mais officiellement, ce n'est pas l'État américain. Et on ne fait pas attention, ça passe, ça fraude l'embargo, personne n'a rien vu, tout le monde a les yeux dans la poche, c'est très bien. Et donc, on approvisionne l'Iran. L'Iran effectue des paiements pour cet armement, qui sont versés à la société du colonel Knox, et qui lui réinjecte cet argent dans le financement des groupes Contra au Nicaragua qui luttent contre le pouvoir communiste qui est installé au Nicaragua. Et les États-Unis ont beau jeu de dire, nous n'intervenions plus du tout en Amérique latine, on a compris, Cuba ça nous a servi, Arbenz aussi, donc maintenant non, nous on n'est pas impliqués dans cette affaire. Donc une façon de recycler de l'argent clandestin avec la complicité évidemment des États-Unis, puisque ce sont des firmes américaines qui assurent la fourniture de cet armement au colonel Knox. La conséquence de l'embargo sur l'Iran pendant cette période, il faut bien que le pays trouve des armes pour se défendre face à l'offensive de l'Irak,
À partir de 82-83, il se tourne vers d'autres fournisseurs, notamment la Corée du Nord, la Chine et la Syrie. Ce qui vous explique aussi, aujourd'hui, les relations qu'il peut y avoir avec Assad, à l'époque c'est son papa, avec la Corée du Nord, qui elle aussi subit un embargo, et donc c'est quand même deux pays qui ont des savants de très haut niveau et qui vont coopérer, et d'autre part la Chine, qui elle aussi n'est pas liée à l'embargo américain, et qui à partir du moment où elle peut tailler des croupières à un pays qui est allié des États-Unis, elle n'hésite pas à le faire. La conséquence aussi, sur le plus long terme, c'est qu'à partir de 88, un peu avant la fin de la guerre, le pays décide de se développer sur une industrie d'armement autonome, fabriquant des hélicoptères, des blindés, des missiles, et notamment, sa maîtrise dans le domaine des missiles va lui conférer un réel pouvoir de dissuasion dans l'aire régionale. Voilà donc pour cette guerre Iran-Irak. La question qui est posée, c'est quelle va être la politique extérieure de l'Iran dans cette période. L'article 11 de la Constitution est très ferme. Il pose que le gouvernement islamique a l'obligation de mener sa politique étrangère sur le principe de l'unité islamique, avec trois principes directeurs, une prise de position contre les États-Unis et Israël, jugés comme les véritables États voyous, c'est un terme qui va apparaître plus tard dans la politique, mais que l'on va associer à ces États, dans la mesure où ils ne respectent pas les résolutions de l'ONU, notamment les résolutions de l'ONU en ce qui concerne Israël. Deuxième élément important, éliminer les influences extérieures de la région, l'Iran se voyant comme la seule puissance régionale non tributaire des grandes puissances, ce qui est le cas, puisque l'Irak, la Syrie, etc. sont manifestement associés à l'Occident, le Pakistan de l'autre côté est associé à la Chine. Bref, on retrouve l'idée qu'avait fait émerger Mossadegh avec son Front National. L'Iran doit se débarrasser des tutelles occidentales, à l'époque britannique et russe, aujourd'hui les États-Unis et l'Europe. Troisième principe, développer les contacts diplomatiques avec d'autres pays en voie de développement pour contrecarrer l'ostracisme US et plus largement l'ostracisme occidental, c'est-à-dire donc développement d'une politique tout à fait autonome, qu'elle ait quelque part une base comme le pétrole, avec le Venezuela par exemple, ou avec la Chine à propos du terrorisme. Les moyens mis en œuvre nous feront évidemment hurler, d'une part à travers le financement de mouvements islamistes, même lorsqu'ils sont jugés terroristes par l'Occident, ce n'est pas leur point de vue, et il ne s'agit pas de financer seulement des mouvements chiites comme le Hezbollah ou le Hamas, mais aussi le fils algérien sera financé au début des années 90 par l'Iran. Deuxième élément, le recours à l'élimination des opposants, que ce soit par l'assassinat, Chapour Bakhtiar, qui était réfugié à Paris, va être tué sur le territoire français, ou Salman Rushdie, qui est l'objet d'une fatwa. En 85-86, 11 attentats se développent sur le territoire national, qui vont faire 13 morts et 325 blessés. Et pour y mettre fin, il faudra trouver un accord à propos du nucléaire. Il y a deux couloirs de circulation pour en sortir, et que miner un couloir de circulation, le couloir iranien, s'interdit toute circulation. Alors les États-Unis vont envoyer une partie de leur flotte militaire, et ils vont décider de lancer un embargo sur le pétrole iranien, en les privant ainsi des ressources qui sont nécessaires. En 88, le croiseur américain Vincennes tire sur un Airbus civil qui était dans son couloir aérien, à l'heure prévue dans l'espace aérien iranien, et qui est dégommé par un missile. Alors après on plaidera l'erreur, mais bon, vous voyez que le problème des missiles qui se baladent et qui abattent des avions civils, il n'y a pas qu'en Ukraine. En 1996, la guerre est finie, tout est réglé, mais comme l'Iran a financé les mouvements jugés comme terroristes, qu'on l'accuse en particulier d'avoir financé les attentats à Nairobi, alors que c'est Al-Qaïda et donc les factions sunnites qui sont intervenues en Afrique, l'Iran est classé comme État voyou, au même titre que la Corée du Nord. Donc, à partir de là,
le pays est soumis à un régime de sanctions économiques généralisé qui va le pénaliser très durement dans son développement et dans sa souveraineté. Alors arrive le dernier volet, celui par quoi vous avez entendu parler de l'Iran ces derniers temps, la question du nucléaire iranien. Une petite carte pour montrer les sites, pour les localiser. Vous voyez que l'essentiel se trouve dans l'ouest de l'Iran, que la centrale de Boucher est en bordure du golfe Persique, l'autre de Daktovin est située au Khouzistan, c'est-à-dire à proximité de la frontière irakienne, donc dans cette zone de plaine très riche en pétrole, et les centres de traitement de l'uranium, Téhéran, Arak, Ispahan, et les deux centres d'enrichissement, Fordo et Natanz, qui sont sur le plateau derrière les montagnes. Iranien, nucléaire, il faut revenir à sa source, parce que c'est quand même les États-Unis qui ont lancé ce programme nucléaire, et ça on l'oublie. C'est en 1957 que les États-Unis vont lancer ce programme d'atomes pour la paix en assurant le développement de processus de coopération nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. En 1959, ils aident à la création du Centre de recherche nucléaire de Téhéran, qui va très vite s'émanciper, fonctionner avec des chercheurs iraniens. La France lance exactement le même type de programme au même moment. Il y a donc une convergence, alors qu'il y a du pétrole en Iran, mais avec la croissance de la population tellement rapide, les besoins en énergie sont tellement forts, l'Iran qui tient quand même à assurer sa souveraineté en disant 2 chevaux, miser sur 2 chevaux, ça vaut mieux que jouer tout sur un seul. On peut donc considérer que les Iraniens sont les financiers du développement de la production d'uranium pour les pays européens, pour notre pays en particulier. Avec la révolution islamique en 80, toutes les données ont changé. En 81 aussi, les données ont changé en France, Mitterrand est élu, et là, il refuse de livrer. On a la première production d'uranium qui sort de Rodif. L'Iran réclame les 10% auxquels elle a droit, et la France dit pas question qu'on vous livre de l'uranium, vous êtes une république islamiste, vous êtes, le terme n'est pas utilisé, un État voyou, mais vous êtes sous embargo, il n'est pas question de vous livrer ça. Alors, l'Iran dit, ben, dans ces cas, rendez-moi mon pognon. Mitterrand dit, ah, pas question, il est gelé, il est sous embargo. Donc vous voyez, deuxième raison qui conduira à développer des attentats en France, c'est cette idée à la fois on aide l'Irak, mais en plus on est des voleurs. On ne veut pas rendre les sous qu'ils ont mis et on ne veut pas leur fournir la marchandise qui a déjà été payée. Donc là, l'Iran dit, ben, on va reprendre le même projet, on va vous installer une filière qui vous permettra d'avoir votre propre combustible. Un combustible iranien va vous fournir tout le nécessaire technologique, le savoir-faire, etc., pour que vous puissiez avoir un uranium qui sera enrichi sur place. Pendant ce temps, la France et l'Iran vont finir par trouver un compromis en 1991. La France va restituer une partie des dollars avec les intérêts, évidemment, que l'Iran avait fournis dans le cadre de la constitution de Rodif et dans le cadre de la construction de Rodif. Et tous les contrats qui avaient été signés sont annulés et l'Iran s'engage à dédommager les entreprises françaises qui devaient intervenir. Par contre, l'Iran reste actionnaire à l'intérieur de Rodif. Mais il n'a plus droit, il n'a plus accès à l'uranium qui sera produit. Déclenche, par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies, un embargo généralisé contre l'Iran. L'Europe tient quand même pas à faire les frais de la politique américaine et décide en 2003 d'engager une négociation UE, Union Européenne à 3, France, Allemagne, Grande-Bretagne, avec l'Iran, en essayant d'obtenir que l'Iran prononce un moratoire volontaire sur sa politique nucléaire. Et avec cet argument de poids, le TNP, qu'a signé l'Iran en 1970, n'interdit absolument pas de faire de l'enrichissement d'uranium. Il interdit simplement de fabriquer des bombes,
mais d'avoir du combustible nucléaire, voire éventuellement, pourquoi pas, du plutonium. Tant que le plutonium n'est pas mis dans une bombe, on n'est pas en situation dérogatoire au TNP. Donc une divergence forte ici entre l'Europe et les États-Unis, et surtout Israël. L'Iran est une menace pour la paix, et on voit Israël installé sur une bombe nucléaire, puisqu'on sait que Israël maîtrise la bombe depuis déjà les années 67, qu'elle a été construite avec l'aide de la France à partir des années 50, à partir de 56, et d'autre part, les Iraniens comparent leur traitement en tant que signataires du traité de non-prolifération avec 3 autres nations qui n'ont pas signé le traité et qui sont devenues des puissances nucléaires, qui ont des bombes, qui ont des têtes officiellement, donc l'Inde et le Pakistan. Alors on arrive presque à un accord au début des années 2000. En 2004, c'est Rouhani qui est le négociateur pour l'Iran, et Rouhani finalement accepte un moratoire sur le programme nucléaire. Mais il est très vite désavoué. Ahmadinejad, qui était le maire de Téhéran, refuse cette position de moratoire, remporte les élections, il remet en cause complètement le moratoire, Rouhani est désavoué, et finalement, l'AIEA, devant cette impasse, décide de transférer le dossier iranien devant l'Organisation des Nations Unies et le Conseil de sécurité, qui adopte en 2006 un régime de sanctions généralisé renforcé, non plus seulement par les États-Unis, mais par tous les pays qui ont signé la Charte des Nations Unies. Il fait partie des islamistes, entre guillemets, modérés. On dirait qu'il veut le maintien du système, mais quitte à trouver des abrogations. Et puis il y a une frange beaucoup plus dure, qui ne veut rien changer au système, parce qu'il y a de tels avantages à être pasdaran, à la tête des entreprises, à la tête des ministères, en bénéficiant des corruptions sur les entreprises publiques, etc., qu'on n'a pas envie de lâcher le fromage. Et Rouhani fait partie des gens qui pensent qu'il faut lâcher de l'Est. Je ne sais pas si c'est franchement un démocrate. La population ne peut plus, des privations dans le domaine médical, dans le domaine alimentaire, etc. Et donc elle souhaite une levée des sanctions très rapide pour voir redécoller son niveau de vie. On n'est plus lié au réseau d'information interne de l'Iran, mais qu'à travers les réseaux sociaux mondialisés, l'information déborde largement des frontières, sort, il y a des liaisons avec la diaspora, il y a des liaisons avec des courants démocratiques, et donc il n'y a pas d'isolement, il n'y a pas d'enfermement du peuple iranien aujourd'hui, comme il pouvait l'être dans les années 50. La perspective d'un retour à une situation normale fait que l'Iran sort de ces négociations avec un positionnement reconnu désormais de puissance régionale. Regardez ce qui se passe autour des problèmes de la Syrie. L'Iran est désormais un élément incontournable du jeu dans le Proche-Orient. Et ça, c'était le désir manifesté par Mossadegh dès 1944. Le président est donc habilité à utiliser son veto contre toute remise en cause de l'accord. L'accord sera donc ratifié avec le bouclier, en quelque sorte, présidentiel. Même si les républicains et au sein des démocrates, le lobby juif de l'EPAC ne désarment pas et cherchent des voies pour le torpiller, notamment en disant, bon, ben, d'accord, le traité est signé, etc., mais ça reste quand même un État voyou, donc on va refaire une politique de sanctions. Et il est évident que si on remet d'autres sanctions, on annule celles qui sont en cours, on en remet d'autres, les Iraniens se sentiront là aussi déliés d'engagement. En face de l'EPAC, un autre lobby, le lobby strict, qui est celui des juifs américains favorables à l'accord. Donc les juifs américains, il ne faut pas les imaginer monolithisme. Ah non, la défense d'Israël, une partie considère
que cet accord est un bon accord. Et d'autre part, Netanyahou a fortement indisposé le gouvernement américain en allant faire ses campagnes de propagande devant le Congrès, sans passer par la présidence du Congrès, en s'adressant directement aux congressistes. Le vice-président Joe Biden a quand même rappelé, après la tournée de Netanyahou et après la signature de l'accord, que 20% du budget de défense d'Israël était payé par le contribuable américain, que ça leur donnait quand même un droit à la parole, et qu'en contrepartie de cet accord, les États-Unis étaient prêts à accorder un mémorandum de garantie de sécurité pour au moins 10 ans, ce qui les met sous le parapluie, en quelque sorte, atomique américain. L'Orient, c'est Reagan et les conservateurs qui ont engagé ce remodelage du Proche-Orient. Le véritable enjeu, c'est la puissance chinoise. Et la véritable Méditerranée du XXIe siècle, c'est l'océan Pacifique. On n'a pas de temps à perdre avec ces querelles sur le Proche-Orient. Il faut miser sur le Pacifique. Et pour ça, il faut trouver d'autres relais dans le Moyen-Orient. Jusque-là, ils utilisaient le Pakistan, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ne fait pas le poids. Elle est en particulier violemment prise à partie dans le monde sunnite par le développement des printemps arabes. Le Pakistan, lui, est un Pakistan gangréné complètement par le terrorisme et l'islamisme terroriste au sein même de l'appareil d'État. En conséquence, les États-Unis semblent être en train de jouer une autre carte face à un Pakistan qui est peu fiable, jouant la carte iranienne. Les Chinois font la même chose. L'opinion israélienne est elle-même partagée, pour une partie, avec des gens qui trouvent qu'il vaut mieux un bon accord et conserver le soutien des États-Unis que rejeter l'accord ou même entamer une opération militaire contre l'Iran et se retrouver au banc des nations, lâché par les États-Unis. Et c'est chez les voisins arabes que la dénonciation est aujourd'hui la plus violente. Alors, on dénonce un arc chiite en construction, qui serait opposé aux sunnites. Et là-dessus, la formule a été utilisée pour la première fois en décembre 2004 par le roi de Jordanie, et qui présente ça comme l'Iran, pays chiite officiellement, c'est la religion d'État, manipule toutes les minorités chiites qui sont réparties dans le monde musulman, dans le Proche-Orient, et à partir de là, les utilise pour déstabiliser les pouvoirs installés sur place. En réalité, il s'agit plus, à l'heure actuelle, de fournir un camouflage religieux à quelque chose qui n'est pas une réalité. Il n'y a pas véritablement de complot centralisé par la République islamique. Parce que le chiisme est parcouru de clivages. Tout à l'heure, je vous ai parlé des duodécimains, mais il y a aussi les Ismaéliens, qui ne prennent en compte que les 5 premiers imams. Il y a les Haïdites, on en parle beaucoup sous le nom de Houthis aujourd'hui au Yémen, qui eux aussi reconnaissent que les 5 premiers imams, mais pas les mêmes. Hein, le 5e, c'est pas le même que chez les Ismaéliens, c'est un autre. Ensuite, vous avez les Alaouites, les Alévis, les Druzes, etc. Bref, là-dedans, un émiettement. Et qui, quand on regarde l'histoire sur une longue durée de ces pays, montre que ce n'est pas la filiation religieuse qui a été un élément déterminant de l'engagement de ces populations, mais la fidélité à un territoire, la fidélité à un espace. Les Druzes sont attachés à leurs montagnes, ils n'ont pas l'intention d'aller occuper les montagnes de l'Arabie Saoudite. Les chiites d'Irak, pendant la guerre, ils sont restés massivement fidèles au territoire sur lequel ils étaient, au territoire irakien. Hein, ils n'ont pas basculé, du côté de l'Iran. Ce qui est le véritable moteur de tout ça, c'est la crainte de la puissance militaire de l'Iran. Avec quelque chose qui est plus important que le religieux, c'est un retour de la Perse contre le monde arabe. Mais une vieille culture. Depuis presque 2 millénaires et demi, les Arabes n'ont accédé à la culture que tardivement, et globalement, s'ils ont pu se développer, c'est parce qu'ils se sont emparés de territoires
dans lequel il y avait la tradition, par exemple, quand les Turcs ottomans s'emparent de l'Empire byzantin, ils récupèrent tout l'héritage de l'Empire romain d'Occident. Et cette armée iranienne est une armée de conscription, elle est sous-équipée, mal équipée, de matériel vieilli, etc. Et les seules forces qui sont en état de jouer un rôle dans une offensive terrestre, et avec un matériel quand même relativement limité, ce sont les Pasdaran, qui forment un fer de lance, mais relativement limité en termes de quantité. Le seul point incontestable est dans le domaine des missiles de dissuasion. Le missile Shahab, donc vous voyez l'aire de répartition dans le cercle, a une portée de 2300 km, la version 4 a une portée de 2600 km, c'est-à-dire qu'effectivement, l'Iran maîtrisant un lanceur de cette fiabilité, ils ont lancé au début de l'année leur 4e satellite, peut faire peur. Tous les conflits locaux turcs contre la Syrie, à travers des problèmes frontaliers que j'avais évoqués lors de la conférence sur la Syrie. Turcs contre les Perses, à travers le problème des minorités persophones qu'il y a sur le territoire. Le problème des Kurdes, dans 4 pays. Le problème du Liban, qui n'est pas réglé. Est-ce que c'est un appendice de la Syrie qu'on a volé et qui doit rejoindre la Syrie? Qu'est-ce qu'on fait des frontières de la Syrie, de l'Irak aujourd'hui? Où en est la Jordanie? Bref, tous les conflits qui avaient été mis sous cloche par la guerre froide sont en train de ressortir aujourd'hui. C'est pour ça que les Chinois ont fait valoir très fortement que désormais, puissance qui entend devenir puissance maritime, ils tiennent à développer la route de la soie maritime, c'est-à-dire avec ce que les Américains ont appelé le collier de perles, et qui les amène jusque dans le golfe Persique. Il y a eu en 2014, à l'automne 2014, des manœuvres navales avec des vaisseaux chinois et des vaisseaux iraniens pour tester une politique de défense commune du détroit. Un seul problème légitime encore la présence américaine, c'est le détroit d'Ormuz. Et vous allez dire, ah, il y revient avec le pétrole, encore le pétrole. Et bien oui, encore le pétrole. Parce que là-dedans, même si les États-Unis ont obtenu leur indépendance avec le pétrole de schiste, etc., leur adversaire principal, la Chine, elle a besoin de pétrole extérieur. Et par le détroit d'Ormuz, compte tenu des relations qu'ont les Chinois avec les pays du Golfe, et notamment avec l'Iran, qui lui assure un quart de sa consommation pétrolière, les États-Unis ne peuvent pas se désintéresser de ce qui se passe. Deux traits bleus foncés au milieu du détroit, c'est les couloirs dont je vous ai parlé, et la zone qui est en blanc avec des tirets grisés, c'est la zone qui est contrôlée par l'Iran. Donc vous voyez pourquoi, quand elle avait miné le débouché du golfe Persique, le pétrole ne pouvait pas sortir. On ne leur achetait pas leur pétrole, d'accord, mais vous ne ferez plus sortir un pétrolier par là. Donc les Américains envoyaient des mineurs et autres, et on y traite ici finalement un tiers du commerce mondial du pétrole, 17 millions de barils par jour, ça fait à peu près 3 millions de tonnes de pétrole qui sortent chaque jour sur une année, 1,1 milliard de tonnes à peu près de pétrole qui sortent de là, et donc un quart par la direction de la Chine. Le retrait américain n'est pas pour demain. Les ayatollahs essayaient de répondre aux invites de Obama au niveau de Facebook. C'est libre.